Dans Jujutsu Kaisen, l'existence des fléaux est une menace constante pour l'humanité. Ces entités terrifiantes naissent des énergies négatives accumulées que les êtres humains émettent lorsqu'ils éprouvent des sentiments de peur, de haine ou de désespoir. Ils sont l'incarnation des craintes humaines, prenant des formes diverses et souvent dérangeantes pour refléter les peurs spécifiques qu'ils représentent. Une caractéristique notable des fléaux est leur classification en grades. Les fléaux de grade inférieur sont généralement plus faibles et peuvent être gérés par des exorcistes novices. Cependant, les fléaux de grade supérieur sont extrêmement puissants et dangereux, capables de causer des ravages de grande ampleur et nécessitant souvent l'intervention de plusieurs exorcistes expérimentés pour être vaincus. Dans le monde de Jujutsu Kaisen, combattre ces fléaux est la responsabilité des exorcistes, des individus formés à utiliser l'énergie occulte. Ces batailles représentent un affrontement constant entre l'humanité et ses peurs incarnées. Les fléaux sont donc plus que de simples adversaires à vaincre. Ils sont une métaphore des défis que nous devons surmonter pour grandir et évoluer en tant qu'individus et société. Alors en fait, afin d'être bien à l'aise avec le concept en question, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de fléaux que voici. Les esprits vengeurs sont des calamités surnaturelles qui ciblent une personne précise pour exercer leur influence néfaste. Les exorcistes sont susceptibles de se transformer en ces esprits après la mort, surtout si leur décès ne découle pas d'une énergie occulte. Les pseudospectres, quant à eux, émergent de l'imagination humaine. Ils sont composés d'énergie occulte débordante provenant des hommes. Bien que généralement invisibles, la peur générée par certaines légendes urbaines peut se matérialiser en malédictions puissantes. Leur arsenal reflète leur peur qu'ils suscitent. Enfin, les fléaux morbides incarnent les notions de maladie. Leur origine réside dans les épidémies et maladies ayant dévasté l'humanité tout au long de l'histoire. Même sans expérience directe de ces maladies, leur simple mention peut engendrer une anxiété suffisamment forte pour donner naissance à ces esprits. Ils sont classés comme des entités de niveau S, et leurs techniques sont basées sur les maladies qu'ils représentent. Naoya, en mode fléau bien sûr. Naoya, sous sa forme de fléau de type esprit vengeur, dispose de pouvoirs naturellement plus impressionnants que durant sa forme d'antan. Il maîtrise une technique de projection standard, améliorée par sa nature de fléau, qui lui permet d'exploiter des vitesses supérieures à celles qu'il avait en tant qu'exorciste. Grâce à son aptitude à voler, il peut se mouvoir avec une rapidité stupéfiante. Le corps de Naoya aspire alors l'air à travers ses orifices pendant qu'il vole, utilisant une combinaison de pression propulsive et d'énergie occulte pour expulser ses terres et gagner en vitesse. En faisant des cercles dans les airs pour accumuler de la vitesse, Naoya peut atteindre Mach 3. Son corps cache astucieusement ses tentacules à l'intérieur de sa carapace et se recroqueville lorsqu'il accélère vers sa vitesse maximale, évitant ainsi d'être anéanti par sa propre vitesse. Son territoire, le palais lunaire de l'apoptose, est une structure complexe qui ressemble à un utérus avec un œil géant en son centre. Toute personne se déplaçant à l'intérieur du territoire doit respecter la règle des 24 images par seconde de la technique de projection. Sinon, chaque mouvement leur causera de nombreuses blessures sanglantes. En outre, le territoire améliore la précision de la technique maudite intégrée et cible les cellules individuelles. En gelant ces cellules, cela perturbe leur fonctionnement et provoque d'innombrables petites coupures et entailles sur tout le corps, immobilisant complètement la cible. Hanami, plus communicatif que Groot. Hanami, qui est donc aussi un fléau de rang S, aligné aux côtés de ses poteaux, est issu de la crainte des désastres naturels. Hanami est un environnementaliste radical. Son désir est de libérer la Terre de l'infestation humaine, accusée de maltraitance envers la nature. Un extrémiste comme on les aime. Doté d'une hyper-régénération, Hanami a l'incroyable talent de se remettre de n'importe quel coup dur. Que ce soit une branche arrachée lors d'un combat ou d'un membre entier, il peut régénérer sa forme en un instant. Avec plantes sinistrées, Hanami a le pouvoir de manifester des plantes maudites, semblables à des illusions dans la réalité. Il ne fait pas que manipuler l'énergie occulte, il crée littéralement des végétaux maudits avec cette énergie. Les attaques botaniques peuvent être effacées de la réalité aussi rapidement qu'elles ont été conjurées. Pour ce qui est de son extension de territoire, Hanami possède l'océan de verdure. Les détails précis de cette extension restent mystérieux. Nous savons cependant qu'il a tenté de l'utiliser lors de son combat contre Aoi et Yuji, chargeant l'étrange fleur sur son épaule avec de l'énergie occulte. Cependant, cette tentative a été interrompue comme un jardinier surpris par une averse soudaine, lorsque le rideau de Juzo a été levé. Dagon, le roi des poiscailles. Dagon, l'entité des abysses, née de la peur des humains envers les océans, est capable de générer d'immenses ondes aquatiques, sans nécessiter une source d'eau. Grâce à son énergie occulte, il peut créer des quantités massives d'eau, puis les aspirer, engloutissant les malheureux qui luttent dans une maelstrom impitoyable. En pleine manifestation de sa puissance, il peut déchaîner des tsunamis gigantesques avec un simple mouvement de doigt. Par ailleurs, Dagon a le pouvoir de convoquer à sa guise des Shikigami,
redoutables, tels que des poissons carnivores et serpents de mer. Indépendamment de la garantie de réussite offerte par son extension, il est capable de faire émerger des Shikigami directement de son corps. Son arsenal comprend des serpents de mer longilignes, similaires à des anguilles, des bancs de piranhas, de petits requins et de grands crustacés, ce qui fait de lui l'un des détenteurs de familiers les plus robustes et les plus puissants. La horde silurienne, un torrent infini de Shikigami, est liée à l'effet implacable de l'horizon de l'immensité. Cette pression constante peut être utilisée pour contrer des techniques anti-extension telles que la pluie de pétales épris. De plus, Dagon a la faculté de diviser la puissance de cette technique parmi ses adversaires. L'horizon de l'immensité, justement, est l'extension du territoire de Dagon. Elle se présente comme une île tropicale ensoleillée et pittoresque où ses Shikigami sont assurés de frapper leurs cibles. Le domaine est équipé d'un parasol et de chaises longues, que Mahito et Geto utilisent fréquemment. La meilleure extension de territoire pour partir en vacances sans aucun frais. Je sais pas vous, mais moi c'est mon préféré. Jogo, le maelstrom des barbecues. Jogo, quant à lui, est né de la peur des humains envers la Terre et les processus volcaniques qu'elle engendre. Il maîtrise une technique volcanique, les flammes du désastre, qui lui permet de générer des flammes maudites intenses. Il peut produire des flammes ou des rayons de chaleur de ses mains, ou créer des mini-volcans qui émettent des rayons ardents. Via ses frelons volcaniques, Jogo génère de petites malédictions insectoïdes volantes qui explosent au contact, produisant un bruit assourdissant. Sa technique suprême, Météore supérieur, quant à elle, génère un énorme météore enflammé, capable de décimer une grande partie de Shibuya. Même Sukuna a admis la puissance de cette technique. Jogo possède également une extension de territoire, comme tout le monde, le cercueil volcanique, qui reproduit l'intérieur d'un volcan, mortel pour tout exorciste ordinaire. Les roches volcaniques à l'intérieur servent d'armes fatales. Pas de chance, lors de son combat le plus impressionnant, il s'est retrouvé contre Gojo. Pour déjouer l'infini de Satoru, Jogo devait recourir à des attaques implacables. Normalement, n'importe quel exorciste ordinaire aurait été réduit en cendres à l'intérieur du cercueil. Seulement, on parle de Gojo, et bien sûr, il a réussi à trouver un contre. Mais ces techniques, on l'a bien vu, n'en sont pas moins restées très impressionnantes. Mahito, le relooker de l'extrême. Mahito, le meilleur, qui représente la haine des humains envers les autres humains. Il est associé à Kenjaku et dirige plus ou moins son propre groupe, comprenant donc Jogo, Hanami et Dagon. Leur objectif commun est de supplanter l'humanité par des fléaux. Mahito possède un sort inné plutôt dévastateur, l'altération absolue, lui permettant de modifier son âme ou celle de quiconque qu'il touche physiquement. Le corps dépend de l'âme, par conséquent, toute déformation de l'âme se reflète dans le corps. Cette capacité crée des humains transfigurés, déformés par le toucher de Mahito. Junpei, qui est passé par là, par exemple, s'en est bien souvenu, et très bien même. Alors pour honorer sa mémoire, passons cette scène afin de nous souvenir à jamais. En fusionnant aussi plusieurs âmes, Mahito provoque une réaction de rejet, ce qui, lorsqu'il est exploité avec l'effet de multiplicité des âmes, crée une force dévastatrice contre ses adversaires. Les âmes fusionnées avec un faible rejet forment un humain transfiguré capable d'attaquer ses adversaires. Mahito a par la suite découvert l'essence véritable de son âme, truc qui a débloqué une forme plus puissante et musclée, l'entité annihilatrice. Cette forme est extrêmement résistante, comme le démontrent les attaques infructueuses de Yuji. Pour activer cette forme, Mahito doit arracher son visage humain. Une belle allégorie de je sais pas quoi, mais une belle allégorie quand même. Il possède également une compétence appelée orbe d'isolement, qui crée une extension de territoire où il peut se connecter directement aux âmes présentes et les modeler à volonté. Son contrôle de cette technique est si précis qu'il peut l'activer et la désactiver en une fraction de seconde, tout comme Satoru Gojo. Je précise également que Mahito était le plus jeune des fléaux et qu'il a progressé très rapidement. De par sa personnalité, il était encore un adolescent, mais qui sait ce qu'il aurait pu devenir par la suite. Rika, ou quand l'amour est vraiment aveugle. Rika, en tant qu'esprit vengeur, est une force à prendre en compte, capable de manier les sorts et les assauts physiques avec une dextérité impressionnante. Elle a fait sa première entrée en démantelant une entité gigantesque, une prouesse réalisée avec ses propres mains. Dans une seconde apparition, elle a su se rétrécir pour devenir une alliée plus efficace à Yuta dans leur combat contre Geto, changeant ainsi la donne en leur faveur. Au-delà de combattre aux côtés de Yuta, elle a la capacité d'améliorer sa mobilité en le transportant, de détourner les attaques adverses et de prendre soin de ses alliés blessés à l'aide d'une poche noire, un artefact de son énergie occulte. Yuta, en faisant le serment de donner sa vie à Rika et de l'aimer éternellement, a déclenché une transformation chez elle. Elle est devenue plus puissante, capable de déverser un rayon d'amour pur, la pire des malédictions. Cette offensive finale a permis de vaincre Geto, y compris son maximum Uzumaki, et l'esprit vengeur Tamamo no Mae,
Rika donne également la capacité de copier les sorts lorsqu'il est lié à celle-ci grâce à sa bague. C'est ainsi qu'il a pu copier les incantations de la famille Inumaki en faisant surgir un mégaphone orné d'un signe serpentin. Avec ce dernier, Yuta peut imiter les pouvoirs de la lignée Inumaki en amplifiant ses instructions avec de l'énergie occulte. En donnant l'ordre de mourir à plusieurs fléaux de Geto qui prennent la forme de mille pattes, il a provoqué une explosion massive au sein de l'essaim. Elle a aussi permis à Yuta de copier le pouvoir des familiers de Dhruv Lagdawala, ainsi que le sort de Takako Uro, qui consiste en la manipulation du ciel. On perçoit pleinement son potentiel lorsqu'il utilise Fulmination Céleste. Petite mention également, plus qu'honorable, pour 2 des membres de la fratrie des fœtus des 9 phases, qui sont des hybrides d'humains et de fléaux. Esso possède une technique de putréfaction unique, qui lui donne un sang corrosif capable de contaminer et de décomposer sa cible. Cette technique lui permet également de remodeler et de manipuler son sang grâce à des techniques spéciales. On dit que son sang est plus efficace que celui de Kishizu. Quant à Shozo, il a hérité de la capacité de manipulation des Emashi, de l'ancêtre Kamo, contrôlé par Kenjaku. Shozo a poussé cette technique à son paroxysme, devenant un maître dans l'art de manipuler son propre sang. Il l'utilise dans presque toutes les dimensions de son arsenal de combat. Constitution unique lui permet de convertir son énergie occulte en sang. Cette particularité lui confère la capacité de créer un approvisionnement quasi illimité en sang pour ses sorts. De plus, son sang possède des propriétés toxiques. Sukuna a 2 doigts de la perfection. Et oui, qui d'autre que celui connu sous le titre de roi des fléaux pour figurer au sommet des fléaux? Bah oui, ça fait sens. Déjà, il est connu comme étant le plus grand exorciste de l'histoire en raison de ses exploits du passé, ce qui en dit long. Celui qui a donc pris possession du corps de Yuji, et plus tard celui de Megumi, n'est donc pas à prendre à la légère puisqu'il est directement le seul à pouvoir égaler voire surpasser le grand Gojo. Déjà, c'est un combattant au corps à corps extraordinaire, capable de surclasser des experts dans ce domaine tels que Yuji et Maki, mais en plus de tenir tête à Gojo dans ce domaine. Les pouvoirs de Sukuna, au-delà de sa capacité à s'emparer des corps des autres, sont à la fois mystérieux et extrêmement puissants. Un seul doigt dans le corps d'un autre lui suffit pour prendre le contrôle. La technique maudite lui permet d'exécuter des attaques invisibles, tranchant à travers les objets, les adversaires et même l'énergie occulte. Il a également montré une capacité à manipuler le feu, surpassant même Gojo, une malédiction spéciale reconnue pour ses pouvoirs pyrokinésiques destructeurs. Sukuna possède plusieurs techniques de combat dévastatrices. Dissection lui permet de trancher à travers des objets inanimés et les êtres vivants avec une grande efficacité. Lacération, quant à lui, est une attaque tranchante qui s'ajuste en fonction de la résistance de la cible et de son niveau d'énergie occulte pour la découper d'un seul coup. Toile d'araignée, quant à elle, est une version modifiée de lacération qui lui permet de détruire complètement ses adversaires en un seul coup. En plus de ses capacités, Sukuna peut créer un hôtel démoniaque, une extension de territoire qui crée un sanctuaire bouddhiste délimité par des crânes. Cette zone d'effet massive découpe sans relâche tout ce qui se trouve dans son rayon avec ses attaques tranchantes. Lors du combat entre Sukuna et Gojo, la portée de l'hôtel démoniaque a transcendé les limites de la sphère de l'espace infini. Étant donné que la barrière d'un domaine est vulnérable aux attaques sur son enveloppe extérieure, le territoire de Gojo a été violemment détruit par ses assauts tranchants, et il a été immédiatement pris pour cible par son attaque incontournable. Il a de plus désormais accès à la technique des 10 ombres de Megumi, et on va pas se mentir, c'est sûrement l'une des techniques qui va peser gros sur la balance dans les chapitres à venir, tant elle permet une variété de choix, surtout entre les mains de Sukuna, qui possède une quantité incroyable d'énergie occulte. Cependant, les mystères entourant Sukuna et ses pouvoirs restent nombreux et encore exploitables en grande partie. En conclusion, les fléaux dans Jujutsu Kaisen jouent un rôle primordial, bien au-delà de celui de simple antagoniste, incarnant ainsi les défis que les personnages doivent tous surmonter dans leur vie de tous les jours. Les exorcistes affrontent non seulement une menace externe, mais aussi leur propre insécurité interne. C'est une illustration poignante de leur propre lutte contre leur peur personnelle et de leur capacité à les surmonter. Les fléaux sont donc cruciaux pour la progression du récit, le développement des personnages et la résonance thématique de Jujutsu Kaisen. Et avec la saison 2 qui arrive à grands pas, ça va être un véritable régal. Avec l'arc de Shibuya à l'horizon, ceux qui savent, savent, et on sait. Et même d'ailleurs le passé de Gojo et Geto, personnellement, je l'attends avec impatience. Connaissant le studio MAPPA, reconnu pour la qualité exceptionnelle de ce qu'il nous a offert ces dernières années, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On va manger Gucci et on va bien manger. Oh que oui. Donc, vive Jujutsu Kaisen, vive Geto et vive Gojo. Et de best. Et un peu Maito aussi.